Un fonds d'investissement, ça peut être des salariés qu'on va mettre autour de la table. Ça peut être donc des managers, donc ça va devenir un MBO, Management Buyout, en plus de l'OBO. Ça peut être un MBI, un nouveau dirigeant, un manager externe qu'on va rajouter au capital. Ça peut être également des salariés quelconques, des membres de la famille qui travaillent ou pas dans l'entreprise. Et donc à ce moment-là, on va appeler ça un FBO, Family Buyout. Et donc on va rajouter au capital des personnes complémentaires qui vont apporter un effet de levier supplémentaire. Ça fait partie des avantages du LBO. Il y a l'effet de levier bancaire, l'effet de levier capitalistique, l'effet de levier financier, mais surtout l'effet de levier managérial. Parce que ces personnes qu'on va mettre au capital, non seulement elles vont sécuriser l'opération, apporter un petit peu d'argent pour augmenter la valeur de l'entreprise, mais surtout défendre leurs intérêts capitalistiques en se disant j'ai 3, 5, 10% du capital, donc je vais travailler, je vais développer des synergies et ça fonctionne. Et puis surtout, c'est nécessaire parce que grâce à ça, la banque va prêter 2, 3, 4 fois plus d'argent. Je reviens à un exemple de tout à l'heure. La banque prêtait 4 millions d'euros et finalement, en présentant autour de table un family office qui allait prendre 15% du capital, ça a permis d'augmenter la dette bancaire à 11 millions d'euros. On est passé de 4 à 11 millions d'euros. Et pour augmenter à 15 millions d'euros de cash out, c'est les autres investisseurs qui ont rajouté. Et le dirigeant lui-même a mis 5 millions d'euros, mais 5 millions d'euros qu'il n'avait pas, parce qu'on est passé de 4 à 20 millions d'euros de valorisation. Et donc on est passé de 4 à 20 millions d'euros de valorisation. Et sur ces 20 millions d'euros, le dirigeant a lui-même pris 20%. Et donc ça donne 4 millions d'euros, un peu plus, 5 millions d'euros qu'il a investi au capital. Je ne sais pas si vous voyez la magie de l'histoire. On arrive avec un dossier, le dirigeant dit ça vaut 4 millions. Et grâce à tous ces process, on a augmenté la valeur de l'entreprise à 20 millions d'euros. On a donné confiance à la banque qui ne prêtait plus 4 millions d'euros, mais désormais 11 millions d'euros. On a donc des investisseurs externes, des salariés, mais aussi un fonds d'investissement Family Office qui ont mis 4 millions d'euros. Et le dirigeant lui-même qui a mis 5 millions d'euros qu'il n'avait pas, mais qu'il l'a eu parce qu'il a échangé 20% de ses titres qui valaient quelques mois avant 4 millions d'euros. Donc, il avait 20% qui valait 800 000. Non, il a échangé 20% qui désormais valent un peu plus, presque 5 millions sur 20 millions. Donc, ça lui a donné 55% du capital de la nouvelle société. Donc, il s'est retrouvé avec 15 millions d'euros et il a gardé 55% de capital de la nouvelle entreprise. Bon, là, on a fait un OBE sur une autre société. Le dirigeant voulait 10 millions d'euros. Il allait vendre sa société à un tiers et perdre sa société. Il vendait 100%. Non, finalement, on a pris le dossier. Il a touché ses 10 millions d'euros, mais il a gardé 85% de capital. On a un fonds qui a mis 15%, il a pris 15%, un family office, et il a gardé 85% de capital. Donc il a touché, il est passé de 0 à 85% de capital grâce à ça. Et ça, ce dirigeant, bon, ben, c'est un dirigeant de société à côté de Paris. Il nous a dit que la plus grosse part de la valeur qu'on a pu lui apporter dans cette opération, c'est de l'avoir aidé à augmenter les responsabilités et la qualité des recrutements qu'il a fait. Et comme on lui a donné confiance en lui, on lui a mis en évidence qu'il avait beaucoup de qualités, on a surtout mis en évidence tout ce qu'il faisait par habitude et qui servait à rien. En tout cas, on a pu l'aider à recruter une directrice commerciale, un directeur administratif financier, un responsable contrôle de gestion. Donc ça, c'est tout le coaching dirigeant. Donc derrière le coaching dirigeant, le deuxième service qu'on offre, c'est le conseil en organisation, conseil en stratégie, conseil opérationnel. Donc c'est le recrutement, c'est la communication. Souvent, on arrive, la première chose qu'on voit quand on tape le nom de la société, on voit qu'il a une mauvaise note sur Google. Ben, on va pas le lâcher là-dessus. On va faire qu'il va passer de 3,6 étoiles à 4,5 étoiles par plein de petits services. Parfois, on va passer par une société tierce. On va aussi parfois l'aider à améliorer son site internet, etc. Le troisième, on va rendre les contrats plus récurrents. Comme ça, quand il va partir au Portugal, comme les contrats sont plus récurrents, on va passer d'un taux de reconduction de 50% à 96%. On va passer d'une perte de 50% de clients chaque année à 4%. On va passer d'une espérance de vie du contrat de 2 ans à 25 ans. Ça nous arrive assez souvent. On va parfois changer le business model du client. On avait un éditeur de logiciel, il était en mode client-serveur, on l'a passé en mode SaaS. Et ça en quelques mois. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible de passer en mode SaaS en quelques mois. Bah si, on a tout simplement
changer uniquement le contrat client. On est passé d'une vente à une location de logiciel et avec un mode semi-Internet. Mais le développement du nouveau logiciel, ça a pris 3 ans. Mais en tout cas, le changement de business model, ça a pris 3 mois. Le troisième service, c'est tous les aspects juridiques et fiscaux et patrimoniaux et la partie expatriation. Parce que mine de rien, si on peut économiser 10, 20, 30% d'impôts sur le prix de vente, hein, c'est-à-dire réduire que le coût des impôts, de la fiscalité passe de 40% à 10%, on divise par 4 les impôts, ben c'est pas mal, mais aussi toutes les négociations avec les banques, avec les investisseurs. C'est pas neutre. Et notre quatrième métier, c'est notre métier de base, c'est-à-dire fusion-acquisition, c'est-à-dire faire un diagnostic d'entreprise, rédiger un mémorandum d'information, un dossier de financement, contacter les investisseurs, négocier avec chacun d'entre eux, obtenir les financements et finaliser l'opération. Voilà, le thème de la conférence matin, c'était céder son entreprise tout en gardant son entreprise et faire du cash out au passage, augmenter, prendre de la hauteur avec finesse, c'est possible, et augmenter la valeur de son entreprise au passage. Grâce à ça, bon, on a un client, il voulait 20 millions d'euros pour vendre sa société. En un an, on est passé à 80 millions d'euros de valeur. Et en plus, il a gardé 45% du capital. Il a donc, on a recruté 4 directeurs généraux, on a acheté 3 entreprises, on a triplé le chiffre d'affaires, tout ça en un an. La société était devenue beaucoup plus récurrente parce que beaucoup plus grosse. Ça marche aussi dans l'immobilier. Donc, on peut faire des OBO immobiliers. Nous, chez Entreprises et Décisions, on va faire des opérations plutôt entre 5 et 100 millions d'euros. On nous sollicite beaucoup pour des opérations plus petites. Donc, on peut tout à fait donner des conseils pour des opérations plus petites. Ou sinon, on va travailler avec des équipes externes pour exécuter les missions entre 1 et 5 millions d'euros. On a aussi créé un club deal d'investissement pour aider les dirigeants à faire ce type d'opération quand les fonds d'investissement considèrent l'opération trop petite. Pourtant, small is beautiful. Donc, on fait aussi des opérations plus petites avec ce club deal d'investisseurs privés. D'ailleurs, vous pouvez aussi investir parce qu'on a des dizaines d'investisseurs, des dirigeants d'entreprise, des avocats, des experts comptables qui mettent des petits tickets entre 20 000 et 200 000 euros chacun. Et donc, il y a trois rôles de ces investisseurs. Premièrement, ben, nous présenter des opérations. Deuxièmement, investir. Et troisièmement, participer à la création de valeur, parce que chacun donne son avis pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. Donc ça, c'est tout nouveau. Je voulais vous l'annoncer également. Alors, vous avez peut-être des questions sur Tu ce veux que je pas viens de nous dire. montrer quelques slides, peut-être, Patrice, parce que tu es passé dessus comme un Alors, TGV, c'est ça? avant de passer au slide, je voulais peut-être voir s'il y avait des questions, parce qu'on n'a pas fait le tour de table. Et Oui. après, en général, quand il y a des questions, il y a des réponses, et les réponses sont souvent autour de slides. Et alors, Irène, Lisandre, Daniel, David, Pierre, est-ce que vous avez des questions? Pour activer le micro, c'est en bas à gauche. Bon, Je ne vois pas qu'ils activent le ce matin, micro. j'étais avec Sandro Rothschild, il a dit, bon, la première question, c'est toujours la plus dure. Passez directement à la deuxième question. Qui veut poser la deuxième question? Bon, David, non? est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Euh, vous m'entendez? ou est-ce que vous voulez simplement nous dire dans quel Bonjour. secteur d'activité? Oui, bonjour. Bonjour, David. Euh, donc effectivement, vous conseillez dans la session d'entreprise, soit par Yes. OBO ou FBO, et bon, avec un certain niveau de valorisation d'entreprise. Et éventuellement, j'aurais peut-être un cas à vous soumettre, mais avec une valorisation moindre. Après, quand vous dites, enfin, dans le titre du webinaire, céder son entreprise et vivre au Portugal, est-ce que vous, après, vous faites l'accompagnement et, puisque vous abordez le côté fiscal, est-ce que après, vous faites l'accompagnement du dirigeant avec son implantation, sa résidence fiscale et tout le process fiscal, Oui, David. quelqu'un qui s'installe Oui, au Portugal?
parce que c'est pas la première fois que vous assistez d'ailleurs au webinaire. Donc, effectivement, on a une personne qui est spécialisée en fiscalité à Paris. Bon, évidemment, Patrice le connaît et Patrice aussi connaît donc la fiscalité de la cession et de ses montages. Mais on a aussi donc quelqu'un aussi au Portugal pour les conseils fiscaux au Portugal. Donc, ces deux parties-là, elles sont couvertes. Mais Mhm. Patrice, ce matin, devait surtout aborder en fait les montages. Les montages pour permettre de faire ça. Voilà, c'est pas moi l'avocat fiscaliste, c'est-à-dire qu'on va créer l'environnement, on va travailler en équipe pour optimiser la fiscalité française et portugaise et l'installation fiscale et résidence et la famille et le patrimoine également, parce que à un moment donné, une fois qu'on a sorti l'argent, on va essayer de payer moins d'impôts, acheter une résidence principale, emprunter, tout ça, on vous aide, et aussi placer cet argent pour qu'il donne des petits parce que c'est bien gentil de devenir entier, mais il faut aussi optimiser l'efficacité capitalistique des placements. On vous donne également des réponses. J'ai deux autres questions, puisque vous m'avez laissé la Mhm. parole. Au niveau des banques, tout à l'heure, vous parlez du fait de faire certains montages pour que les banques puissent prêter plus et peut-être même revoir un peu ces garanties. Est-ce que vous-même, vous avez ces partenariats bancaires ou est-ce que tout simplement vous préparez un dossier pour que nous ou les clients puissent aller voir eux-mêmes leur banque? Est-ce que vous avez vous-même des partenaires bancaires qui puissent Nous, accompagner? on fait le financement. C'est-à-dire on va récupérer l'argent auprès des banques. On va obtenir D'accord. le financement. Mais j'appelle pas ça des partenaires bancaires. Parce que dans la majorité des cas, c'est la banque du dirigeant lui-même qui fait le financement. Exemple, dans la société dont je parlais tout à l'heure, qui voulait vendre 10 millions et qui a touché 10 millions d'euros. Elle travaillait avec le CIC. Et donc le CIC a dit, bah, il est hors de question qu'on fasse un OBO parce que on ne fait pas d'OBO. Donc on a essayé de revenir à la charge. On est parti voir le directeur de l'agence, le directeur régional. On est parti voir une autre banque du CIC, parce que là c'était CIC Est. On est parti voir CIC Paris. Et finalement, au bout de 6 mois, ils ont osé nous dire, nous engueuler, comme quoi on leur avait pas envoyé le dossier, alors qu'on n'a pas arrêté semaine après semaine de leur donner le dossier. Et à chaque fois qu'on leur a donné le dossier, ils nous ont dit, mais il est hors de question, non, jamais de la vie, on fera quoi que ce soit comme financement. Ça veut dire que, dans la majorité des cas, c'est la banque de l'entreprise qui va faire le financement. Sauf que cette banque, il faut savoir lui parler. Il faut savoir lui présenter les choses. Il faut savoir lui expliquer euh, comme elle a envie de l'entendre et comme elle a besoin de l'entendre. Et donc les banques, elles sont, j'allais dire, idiotes, elles sont vraiment ingrates, elles n'ont pas le temps d'étudier les dossiers, et en plus, ils nous font après porter chapeau. Donc les banques, on ne va pas les inventer. Le meilleur partenaire d'une société, ce sont ces banques. Pour une raison simple. Si on va, alors je ne dis pas que c'est le seul partenaire, parce que si la majorité des dossiers sont faits avec les banques de la société, il y a l'autre moitié qui sont faits avec d'autres banques. Sauf que quand on va voir d'autres banques, elles vont dire, mais comment ça se fait que vos propres banques ne veulent pas financer l'opération? Donc, on est obligé de faire monter un dossier et d'obtenir des accords de la banque. C'est comme quand vous allez en discothèque. Si vous voyez, s'il n'y a pas la queue, personne ne veut rentrer. Personne ne veut y aller. Par contre, c'est parce qu'il y a la queue devant la discothèque qu'on va pouvoir faire mettre en concurrence les banques. Et même la banque, on va la mettre en concurrence avec elle-même. On a obtenu un financement bancaire de 5 millions d'euros auprès de la BNP il y a 2 ans. Et on avait obtenu un accord bancaire de BNP à Paris qui disait, bah, avec grand plaisir, on finance ces 5 millions d'euros. Mais ils ont demandé 250 000 euros de frais bancaires pour monter le dossier, plus 2%, 2,1% de frais de commission sur le taux d'intérêt annuel, plus des frais de gestion, etc. On arrivait à un écart de 850 000 euros par rapport à l'offre que finalement on a négociée avec une autre agence bancaire en province, à Lille en l'occurrence, parce qu'il y avait deux agences de l'entreprise à Paris et à Lille. Et finalement, on a obtenu 20 000 euros de frais bancaires seulement et 0,3% de marge sur le taux d'intérêt parce qu'on était en taux variable, capé, mais au final, ça faisait 850 000 euros d'écart de frais bancaires. Donc voilà, oui, bien sûr qu'on fait le financement. D'accord, merci. Petite dernière question, vous êtes situé où? Où est-ce que vous On est avez à, vos À bureaux, vos commerces? Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. D'accord.
Après, on peut avoir vos coordonnées par Rachel, je suppose. Bien Oui, bien sûr. sûr. Je vais vous les envoyer tout à l'heure avec le replay. Oui, bien sûr, David, pas de Ok. problème. Ok. Vous êtes à Paris ou vous êtes au Portugal? Les deux. Enfin, je suis 90%, 85 90% à Paris, Paris et région parisienne, et le reste du temps au Portugal. Ouais. Et vous êtes dans quel D'accord. domaine d'activité? Dans l'immobilier, la promotion immobilière, marchand de biens, D'accord. et justement aussi le financement. Voilà. Mais après, Excellent. c'est vrai que je vous rejoins tout à fait, où quand on consulte des banques, il faut avoir des traces écrites parce que ça peut nous retomber dessus. Donc là, je vous rejoins entièrement. Voilà, parce que c'est jamais leur faute et donc il faut toujours tracer ce qu'on fait avec les banques. Voilà, merci. Merci, enchanté David. David, et à très vite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Patrice? Alice, Daniel, Claude, Daniel, Irène. Alex. Alice nous a rejoint en cours de route, donc je ne sais pas si elle aura la Alors, possibilité. donc Alex Otmezgui demandait à partir de quel montant est-on considéré comme une grosse entreprise? Alors, moi personnellement, Alex, j'interviens majoritairement sur des opérations de 5 à 100 millions d'euros de valorisation, c'est-à-dire généralement à partir de 700 000 euros de rentabilité récurrente. Alors, ça va dépendre du secteur d'activité. Par exemple, dans l'informatique ou dans une société de gestion immobilière, on va intervenir à partir de 300 000 euros de rentabilité d'exploitation. Maintenant, si on est considéré comme une grosse entreprise pour les banques, les grosses entreprises pour les banques, c'est au-delà de 100 millions d'euros, voire même 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Donc nous, en tout cas, on intervient à partir d'un certain seuil qui va aller de 300 000 à 800 000 euros de résultats d'exploitation récurrents. Et si on est inférieur à ce montant-là, on va organiser un processus avec des partenaires. C'est souvent mes anciens salariés qui ont monté leur société depuis 20 ans et on va travailler avec cela en fonction de la secteur d'activité, de la localisation. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des Je, questions, Patrice. je, Je te je, je, remercie. alors, Oui, je vais juste, tu m'avais dit de partager quelques slides. Donc ceux qui oui, ont s'il te encore plaît. quelques minutes, je vais partager quelques slides. Comme ça, on vous enverra ces slides également et vous aurez aussi mes coordonnées. Donc ça, c'est un slide de présentation d'entreprise décision avec mes coordonnées et nos métiers. Métiers, on a dit donc le coaching dirigeant, conseil en stratégie et organisation, option gratuite de conseil juridique par les avocats et conseil en fusion et acquisition. L'art de sublimer la valeur de votre entreprise. Ensuite, une présence internationale avec les différentes agences, des partenaires, parce que finalement, j'avais vendu ma société à Deloitte, on était partout dans le monde, mais on arrivait, on était intégrés, mais on n'arrivait pas à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est plus avec des partenaires, ça fonctionne très très bien, beaucoup mieux que quand c'était intégré. Euh, Quand on va prendre en main une société, on va commencer par faire un diagnostic. On a parlé du management, du dirigeant, des actionnaires. Ensuite, la société, les forces, ses faiblesses, ses contrats, ses clients, ses salariés, ses compétences, sa communication, sa technologie, sa recherche et développement, etc. Tous les éléments ensuite, le troisième colonne, éléments financiers, la marge brute, la marge sur coût variable, les coûts fixes, la croissance, le budget par activité. Et ça, c'est très intéressant. Et bizarrement, nos concurrents, confrères, ne le font pas. Et enfin, la compétition, euh, la donnée de marché, les concurrents, les entrées potentiels, tout ça, c'est évidemment important, les enjeux, les opportunités du marché, la réglementation, etc. Donc les deux axes de travail principaux, le coaching dirigeant à droite avec les méthodes Ikigai, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, le dirigeant, ce dont il a besoin, où est-ce qu'il crée de la valeur et en quoi il est doué. Et puis à droite, le management, l'entreprise, la culture d'entreprise, la structuration de l'organisation. Les différents ateliers spécifiques qu'on va pouvoir faire sur les différents sujets dans l'entreprise. Le CV d'Alexis Madec, qui est un des avocats avec lesquels on travaille sur la partie corporate, fiscale et patrimoniale. Euh, mais il y a aussi des avocats avec lesquels on travaille pour la partie portugaise, avec Expert Portugal. Euh, les valorisations des entreprises, c'est intéressant de voir que finalement, les grosses PME sont toujours valorisées 10 fois les l'EBITDA. Donc on est quand même sur un niveau très élevé historiquement, avec des hauts et des bas en fonction des périodes. Là,
les multiples de valorisation qui augmentent avec la taille de l'entreprise. Plus la société est grosse, plus elle vaut cher. Plus elle est petite, moins le multiple est élevé, avec des différences suivant le secteur d'activité. Les différents investisseurs possibles, les banques, les fonds d'investissement, la dette privée, la dette médianine, les obligations simples, convertibles, les capitaux, les quasi-fonds propres. On utilise tous les types de financement possibles. Ici, un exemple d'OBO. C'était une société qu'on avait, qui était valorisée euh, 5 millions d'euros. Finalement, on a bien travaillé et la meilleure offre des acheteurs industriels, c'est un éditeur logiciel, et l'industriel qui nous a fait la meilleure offre nous avait proposé seulement seulement 7 millions et quelques, 7 millions. Et finalement, par amélioration successive et OBO, on a augmenté. Donc, en fait, le dirigeant, voilà, il nous avait dit, mais moi, je veux quitter la France, je veux plus travailler, arrêtez de m'embêter, arrêtez de me poser des questions, arrêtez de me demander ce que j'aimerais faire demain. Je vous ai dit, j'en ai marre de tout, je veux plus faire de commerce, je veux plus faire de développement, je veux plus gérer l'entreprise, je veux plus faire d'administratif, etc. Et pourtant, on a réussi à, le convaincre d'investir 4 millions d'euros dans la société. Enfin, 4 millions sur un prix à 22 millions, c'était plus facile que sur un prix à 7 millions. Deux, de consacrer encore quelques heures par mois à la société sur ce pourquoi il était vraiment essentiel. Et là, ce n'était pas 50 ou 80% de réduction du temps, c'est plus de 90%, 95% du temps passé en moins. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire cette OBO sur une valorisation de 22 millions d'euros et on a financé avec 7 millions d'euros de dette sur 7 ans, 2 millions d'euros de dette mezzanine, 9 millions d'euros de la part d'un fonds d'investissement et donc 4 millions d'euros du dirigeant. On a donc fait 18 millions d'euros de cash out, c'est-à-dire de l'argent qu'il a pu ensuite investir dans des projets à l'étranger. Et avec 18 millions d'euros, il a acheté pour 80 millions d'euros d'immobilier. Donc d'une valeur de 7 millions, on est passé à une société qui vaut 22 millions et 80 millions d'euros d'immobilier. Une autre opération dans laquelle le dirigeant a fait 12 millions d'euros de cash out. Il y a une petite erreur sur le slide, mais donc il a gardé 100% du capital. Donc ça, c'est une autre option dans laquelle, là pour le coup, on a les banques qui n'étaient pas très contentes d'une pure opération financière. Donc les banques n'aiment pas une opération purement financière. La plupart des banques vont refuser de financer un OBO qu'on appelle sponsorless, c'est-à-dire sans sponsor, sans partenaire capitalistique externe. Bon, finalement, on a quand même réussi à obtenir 12 millions, 11 millions d'euros de dette par cette opération. Donc, c'est une des opérations qu'on a pu faire et mener à bien. Alors, Alex, il a une autre question. Est-ce que faire un OBO fait qu'on est dans le viseur fiscal? Alors, faire un OBO, c'est une cession d'entreprise. Et donc, toute cession d'entreprise entraîne des contrôles fiscaux personnels et professionnels. Donc, il est évident que on va avoir des contrôles. Maintenant, en principe, un dirigeant d'entreprise a régulièrement des contrôles tous les 3, 5 ou 10 ans. Donc, oui, bien sûr que il faut être très attentif à bien respecter toute la législation. Maintenant, un OBO, ça permet de payer beaucoup moins d'impôts. J'en ai pas parlé. Et donc, c'est très intéressant fiscalement. Mais tout en étant totalement légal, hein, parce que bah déjà, je vous donne un exemple simple. On va peut-être réduire de moitié la fiscalité que vous auriez dû payer sur les 10 prochaines années. Et donc l'État, au lieu de toucher, on va dire, 6 millions d'euros d'impôts sur les 10 prochaines années, à hauteur de 600 000 euros par an, eh bien, vous allez payer tout de suite la moitié, donc 3 millions d'euros tout de suite. Eh bien, je peux vous dire que l'État, ils sont très contents de toucher 3 millions tout de suite, plutôt que de toucher 600 000 euros par an, pendant 10 ans. Donc vous allez économiser 3 millions d'euros d'impôts,
mais l'État, il va tout de suite 3 millions d'euros. Donc finalement, l'État qui va perdre sur du long terme est très content de gagner beaucoup plus sur du court terme. Et puis en plus, ils savent que grâce à l'OBO, on crée beaucoup de valeur dans l'économie française. Si la société passe de 7 à 25 millions d'euros de valeur, ils savent que, par définition, c'est qu'on a augmenté la richesse de l'économie française, qu'on a recruté des personnes. Souvent, on me dit, mais Patrice, à cause de toi, la société, pour rembourser sa dette, la société va devoir licencier. Bah, je lui dis, mais non, la société, elle a surtout recruté 17 personnes. Donc, voilà. Donc, on essaie de faire ça dans la bienveillance et dans la création de valeur. Alors, des exemples d'opérations qu'on a pu réaliser. Alors, typiquement, FEJ, c'est une cession d'entreprise dans laquelle, finalement, c'est un acheteur industriel qui a acheté. Et la moralité de l'histoire, on avait présenté à Monsieur Fege un acheteur qui proposait beaucoup plus que l'acheteur industriel, et il a préféré l'acheteur industriel. Et 3 ans plus tard, il m'a encore remercié. Il m'a dit, mais Patrice, c'est génial ce que vous avez fait. J'ai plus besoin d'argent pendant plusieurs générations grâce à vous. Mais il m'a dit, j'ai un regret, c'est que j'ai pas fait l'OBO. Je dis, mais l'OBO, je suis désolé, mais monsieur Flage, on a fait 8 réunions de travail tout au long de l'année, 8 réunions, 8 journées de travail uniquement pour vous expliquer c'est quoi l'OBO, comment ça marche, c'est quoi les avantages, les inconvénients, etc. Il me dit, oui, mais au bout d'un an, j'avais toujours rien compris à votre truc. Donc, moralité, eh bien, bon, moi, j'apprends tous les jours. J'apprends que même si j'explique les choses et qu'on passe 25 heures avec un dirigeant pour lui expliquer comment ça fonctionne, ben, à la fin des 25 heures, beaucoup de dirigeants n'ont toujours rien compris. Et c'est pas toujours évident, après 1, 2, 3 réunions, de saisir que le dirigeant n'a toujours pas compris. Il n'ose plus poser de questions. Il a peur de nous embêter. Donc, nous, on essaye de continuer à faire de la pédagogie, d'essayer de déceler que le dirigeant qui nous répète 25 fois, c'est bon, j'ai compris, ben, qu'en fait, il n'a rien compris. Voilà, donc Fège, c'est à la fois un grand succès, mais aussi un grand échec. Bon, Nestlé qui nous avait demandé de vendre Kézak. Euh, c'était Blue Green, Formule Golf. Je voulais vous présenter des slides que, que, que je vais afficher dans quelques instants avec des opérations d'OBO qu'on a faites qui ont permis aux dirigeants de quitter la France. Donc, par exemple, prenons un des exemples les plus récents il y a quelques mois, c'est Anthony Co, une société de conseil en gestion de fortune, gestion de patrimoine, family office pour des clients étrangers. Eh bien, bon, bah, naturellement, comme tous les clients, enfin, comme beaucoup de clients, ils m'ont dit, mais j'ai pas besoin de vous, Monsieur Klug. Je suis moi-même professeur de finance à l'université. J'enseigne moi-même ce que c'est qu'un OBO, un LBO. Et je me suis aperçu, réunion après réunion, que bah, j'ai dû continuer à persévérer, à faire de la pédagogie pour l'aider à faire cet OBO parce qu'il n'avait pas compris. Et heureusement que j'ai incité parce que grâce à ça, on a à nouveau doublé la valeur de la société. Euh, Lucia Clean, bon, ben, on a aidé les dirigeants aussi à réinvestir et à partir au Portugal. Lucia Clean, Lucia Tech. Et donc, parce que, bien sûr, les dirigeants portugais ont gardé leur famille au Portugal et ils ont monté leur société de nettoyage à 7 millions d'euros. Nous, ça a été un processus qui a duré 10 ans parce qu'on a dû nettoyer l'entreprise, etc., l'aider à progresser, tripler la valeur. Et tout ça, ça a pris plusieurs années. Et heureusement, bah, maintenant, ils sont avec leur famille au Portugal. Et avec l'argent qu'ils ont pu sortir, ben, ils font des merveilleuses choses au Portugal, beaucoup plus que ce qu'ils ont pu faire jusque-là en France.